tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 29 avril. Voici les titres de votre journal. Nous débuterons avec la première édition de la fête du musée qui avait lieu ce samedi. Nous irons faire un tour à Granville pour y découvrir le musée Christian Dior. Nous assisterons au concert de la Pâque orthodoxe à l'auditorium Régnier 3. Et enfin, comme chaque lundi, vous découvrirez votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. En ouverture de ce journal, l'association des Amis du musée océanographique organisait ce samedi la première édition de la fête du musée. À cette occasion, de nombreuses animations, spectacles, conférences étaient au programme. Un reportage de Christine Datomel. La fête du musée océanographique a rassemblé petits et grands ce week-end sur le Rocher. Au programme du Temple de la Mer, à la découverte du musée bien sûr et de ses différents habitants, mais aussi un aperçu du monde de l'écologie grâce à de nombreux ateliers pédagogiques tenus par des associations monégasques dispersées dans les étages et les allées du musée. Ici au musée océanographique de Monaco, nous avons pour moi un des plus beaux bâtiments dans le monde entier. C'est le premier temple de la mer créé en 1910 et moi je trouve qu'à Monaco nous avons la chance de faire engager, éduquer, apprendre dans un bâtiment formidable comme ça avec tout le monde qui était vraiment engagé, soit sur la direction de son Altesse Sérénissime qui avec la fondation et tout ce qu'il est fait, c'est quelque chose qu'on peut suivre en derrière. Et éduquer la jeunesse, c'est important? C'est toujours important, une éducation à tout niveau et éducation aux côtés de beaucoup d'amusement, beaucoup de choses qui attiraient, qui étaient toujours côté positif. Moi, j'ai trouvé que c'est la meilleure solution. Conférences, ateliers, animations, musique, tout a été mis en place pour faire de cette journée au musée océanographique une véritable fête où la préservation des océans était à l'honneur. Rassembler et fédérer le plus grand nombre autour des océans dans une ambiance ludique et festive, telle était la volonté de cette première édition. Même les tortues marines ont participé à cette fête en créant l'animation avec son nouvel espace qui a été dévoilé au public à cette occasion. Une édition qui a un bel avenir devant elle puisqu'elle a rassemblé plus de 4000 visiteurs ce samedi. Le souverain s'est rendu fin de semaine dernière à Granville, l'un des anciens fiefs de la famille Grimaldi. Le musée Christian Dior propose jusqu'à la fin du mois de novembre une exposition dédiée aux tenues Dior de la princesse Grace. Cet événement s'inscrit dans le cadre des 90 ans de sa naissance. Un reportage sur place d'Alexandra Pani et d'Alexandra Paolini. Légende du cinéma, icône glamour, Grace Kelly fait rêver. Au-delà de son statut de princesse de Monaco, c'est sa personnalité et son style qui séduit et marquera l'histoire. À l'occasion des 90 ans de sa naissance, le musée Christian Dior de Granville a souhaité lui rendre hommage en présentant plus de 85 robes et accessoires signés par la maison Dior. Des modèles qui pour la plupart n'étaient plus sortis des réserves du Palais Princier où ils sont précieusement gardés. Les liens entre Grace de Monaco et la maison Dior sont vraiment très, très forts. Ça commence dès l'époque de Monsieur Dior, de Christian Dior. Grace est alors Grace Kelly, toute jeune fille. Et lorsqu'elle se rend à la soirée de lancement du film d'Hitchcock, elle choisit d'être habillée en Dior. Elle porte une robe Dior New York. Et ensuite, elle va rester fidèle à la maison. À peu près un tiers de sa garde-robe est créé par la maison Dior. Et avec Marc Bohan, c'est plus qu'un couturier favori, c'est vraiment un ami de la famille, un intime de la famille, qui est très souvent à Monaco. Il se voit aussi beaucoup à Paris. Il s'occupe des filles de Grace, Caroline et Stéphanie. C'est un peu l'oncle de la famille. Des tenues qui s'accompagnent d'extraits de films d'actualité issus des collections des archives audiovisuelles de Monaco, mais aussi des photographies ou des coupures de presse pour donner vie à ces vêtements. Le prince Albert II est donc venu inaugurer cette exposition sensible à cet hommage. De voir à quel point ça a marqué la vie de ma mère et elle a participé, elle a incarné, c'est vrai, cet idéal de beauté et d'élégance
que Christian Dior avait imaginé. Et donc c'est à la fois touchant et émouvant de voir ça, et de voir ça dans ce contexte de cette maison familiale, de la famille de Christian Dior, là où il a passé une partie de son enfance. Alors c'est certes, ce sont des espaces un petit peu réduits, mais c'est là tout le talent des scénographes et des personnes qui ont participé à l'organisation de cette exposition, de faire vivre cette collection de robes de ma mère de merveilleuse façon. Et c'est donc dans la Villa Les Rums qu'est proposée cette exposition jusqu'au 17 novembre, maison d'enfance de Christian Dior et dont les jardins furent une réelle source d'inspiration pour le couturier. Dans cette exposition, la commissaire a choisi de s'intéresser aux liens qui unissent la princesse de Monaco à la maison Dior à partir de ses fiançailles avec le prince régnier. Ce qui s'est passé entre la maison Dior et la princesse, c'est une espèce de symbiose. Le style, parce que Grace avait un style très particulier qui était admiré dans le monde entier et beaucoup de jeunes femmes tentaient de reproduire son style. Elle a retrouvé chez Dior quelque chose de très qui était en écho avec sa vision de l'élégance, une élégance très tenue, très sophistiquée, très haute couture, avec des coupes magnifiques, des très beaux tissus, des détails, mais jamais trop extravagant. Robe du soir, mais aussi modèle de jour, ses robes chemisiers, tenues phares de sa garde-robe, ou vêtements plus structurés, des pièces qui ont fait du style de la princesse Grace un style indémodable qui a su traverser le temps, une icône d'élégance et de raffinement. Et vous l'aurez compris, Granville fait partie des anciens fiefs de la famille Grimaldi. Le souverain s'y est rendu pour la 3e fois. Madame le maire Dominique Baudry revient sur les liens historiques qui unissent Granville et la principauté. Granville a adhéré depuis quelques années à l'association des sites qui relient la principauté avec des comtés ou des villes de notre territoire. Donc nous faisons partie de cette association. Nous avons du reste été invités, je crois que c'était à Menton la dernière fois, et nous suivons de près bien évidemment cette association. Certes, nous avons des liens historiques, mais on va dire géographiques et topographiques, puisque le prince Albert a un rocher et moi j'ai un roc. Donc voilà, on a le roc de la Haute-Ville et le prince Albert a un rocher. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes de géographie aussi, on a cette pointe qui s'avance vers la mer, un petit peu comme à Monaco. En 2015, le prince Albert nous a fait l'honneur de nous rendre visite. À ce moment-là, nous célébrions le 150e anniversaire de l'union de Louise-Hippolyte de Monaco avec Jacques IV de Matignon. Donc ça, c'était son premier voyage chez nous. Il est resté 2 jours, me semble-t-il. Et puis on a eu la chance de le revoir. Il est venu nous rencontrer à nouveau pour le Tour de France. Vélo. Et en 2015, lorsqu'il est venu, on a émis le souhait éventuellement d'exposer les robes de Grace Kelly, donc de sa maman, de sa mère. Et bien évidemment, il a dit oui, donc on a mis 4 ans. Mais malgré tout, nous y sommes arrivés, puisqu'en 2019, nous venons d'inaugurer l'exposition des robes de Grace Kelly faite par Christian Dior. Et puis Granville étant la ville de Dior, je pense que ça avait du sens. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images, une nouvelle étape importante pour la start-up de Monacotech, l'Aneva. Son bateau 100% électrique vient d'être officiellement inauguré par le prince Albert II. Ce projet est né en Bretagne, d'où est originaire son créateur François Richard. Et il s'est ensuite concrétisé avec le soutien de l'incubateur de start-up monégasque Monacotech. Ce bateau de près de 8 mètres de long est propulsé par 2 moteurs permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 25 nœuds. Aujourd'hui, le bateau entre dans sa phase de commercialisation et pour les futurs acquéreurs, il faudra compter en moyenne entre 6 et 10 mois de fabrication. Depuis plusieurs années, la principauté est partie prenante des travaux de l'EORTC, l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer. Le prince Albert II prenait d'ailleurs la présidence d'honneur de l'EORTC en 2014, jusque-là occupée par la princesse Astrid de Belgique, mais aussi avant elle Sylvia de Suède, Sophia d'Espagne ou le duc d'Édimbourg. Récemment, une soirée de levée de fonds a été organisée à Monaco pour pouvoir récolter de précieuses sommes qui seront reversées au programme de l'EORTC. Vous l'avez découvert dans le Focus Info que nous lui avons consacré jeudi dernier sur Monaco Info. Le nouveau bâtiment de l'établissement scolaire FANB a été officiellement inauguré par le prince souverain ce week-end. C'est ici désormais que les collégiens et lycéens vont poursuivre leur année scolaire.
Et puis c'est un moment toujours émouvant. Samedi 27 avril s'est tenue à la Maison de France la traditionnelle cérémonie du souvenir des victimes et des héros de la déportation, en présence de très nombreuses personnalités de la principauté. Avant de terminer, direction l'auditorium Régnier 3 où un concert de la Pâque orthodoxe était proposé. Au programme 3 des plus grands compositeurs russes. José Sacré vous en dit plus. Pâques orthodoxe, tel était le titre du concert donné dimanche 28 avril à l'auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme Shostakovich, Rimsky-Korsakov et Tchaïkovski avec sa fantaisie de concert en sol majeur opus 56, une pièce très populaire du vivant de Tchaïkovski, puis disparue du répertoire. Interprétée pour la première fois à Monaco, cette fantaisie de concert de Tchaïkovski avait pour soliste le pianiste Mikhail Pletnev. En ouverture, le public très nombreux de l'auditorium Régnier 3 a écouté la Grande Pâque russe, opus 36, de Rimsky-Korsakov, dirigée, comme les deux autres œuvres, par le grand chef d'orchestre Vladimir Fedoseïev, visiblement ravi de partager, à travers ses musiques, un peu de l'âme russe avec le public de Monaco. Je suis tellement heureux, honoré de vivre ce moment avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et de jouer avec cet ensemble de la musique russe. Je peux ainsi ressentir l'âme de cet orchestre et aussi l'âme des gens d'ici. N'oublions pas que l'histoire des ballets russes était déjà quelque part le fruit d'une rencontre entre nos deux cultures. Donc je pense que finalement, nos deux pays ont une âme, une sensibilité très proche. Dostoïevski a dit « L'art ne changera pas le monde, mais on va essayer ». Vous savez, quand on fait appel à la musique, on fait appel à Dieu, car la musique est Dieu. Vous venez donc de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. Confirmation de l'amélioration des conditions météorologiques cette semaine. Mardi, la journée sera principalement ensoleillée, mais des nuages ne sont pas exclus en fin de journée. Mercredi, alternance encore de nuages et de soleil, mais le temps restera sec. Jeudi, quelques gouttes de pluie seront possibles le soir, mais dans la journée, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Vendredi, le soleil ne régnera toujours pas en maître, mais le temps restera sec et le vent soufflera assez fortement dans l'après-midi. Enfin, samedi et dimanche, alternance de soleil, nuages et quelques petites pluies également. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre magazine Actu Sport comme chaque lundi, présenté par Émilie Rousseau. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau numéro d'Actu Sport sur Monaco Info. Ensemble, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité sportive en principauté. Et débutons par du football et l'AS Monaco qui se déplace à Rennes mercredi pour le compte de la 34e journée de championnat. Rennes, récent vainqueur de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Les enjeux de cette rencontre vous sont présentés par Frédéric Elion. Finale de Coupe de France oblige, Monaco joue en dernier mercredi en clôture de la 34e journée de Ligue 1. À l'arrêt depuis 4 matchs, à cause notamment d'un manque d'efficacité devant le but, les Monégasques voient leurs adversaires directs revenir dans le rétroviseur.
Le barragiste Caen n'est plus qu'à 3 points, Dijon 19e à 4. Et même si Monaco a encore un petit matelas, ce sera la guerre jusqu'au bout. Je n'ai pas étonné, je n'ai pas surpris, parce que peut-être vous qui sont ici et qui m'écoutent toutes les semaines, moi je parle de ça déjà 2 mois et demi, que rien c'est fini, que nous jouons toujours le maintien. Bien sûr que je regarde 1 ou 2 personnes qui seulement maintenant et qui sont surpris. Mais moi non, parce que je sais que le boulot que Monaco a besoin de faire pour réussir l'objectif du maintien. On est toujours en pression depuis qu'on est dans cette situation. On a besoin des points. Mais l'équipe, on ne sent pas la pression. On est prêt pour essayer de gagner tous les matchs. Et c'est ça qu'on va essayer de faire déjà le mercredi prochain. En face, le Stade Rennais, 11e au classement, n'a plus rien à jouer en championnat, mais les Bretons ont réalisé un exploit en battant le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France samedi dernier. Malgré tout, côté monégasque, personne ne croit à une démobilisation ou une décompression bretonne. Je pense que Rennes ils vont être prêts pour ce match-là. C'est sûr, ils sont contents, ils se font la fête parce qu'ils ont gagné une coupe. Mais chaque match c'est un match et je pense qu'ils vont venir pour essayer de gagner. Et nous on va faire pareil. Moi je pense que Rennes est une très bonne équipe. C'est toujours une équipe très difficile quand on joue à la maison. C'est une équipe motivée. Et pour ça nous attendons une grosse Rennes et aussi une grosse Monaco. Parce que besoin d'un gros Monaco pour arriver à chercher les points que nous avons besoin. Côté infirmerie, Daniel Subasic, victime d'une élongation à l'adducteur droit, est forfait. Fabregas et vainqueurs sont toujours en soins et ne seront pas du déplacement. Une centaine de coureurs a participé à la 8e édition d'une course cycliste caritative ce week-end initiée par le club monégasque Champagne and Auster Cycling Club. Partis de Saint-Tropez, ils ont rallié la Principauté par le bord de mer et les fonds récoltés ont été reversés à la Fondation Princesse Charlène. Le reportage de Dominique Poulain et d'Olivier Bonello. Des cyclistes dans les rues de la Principauté un dimanche, jusqu'ici rien d'exceptionnel. Sauf que ce peloton a pédalé pour la bonne cause, au profit de la Fondation Princesse Charlène. Partis de Saint-Tropez le matin, ils ont rallié Monaco par le bord de mer en parcourant près de 140 km. Le prince Albert II est présent sur la ligne d'arrivée, située quai Antoine Ier, pour saluer les coureurs et poser avec certains d'entre eux. Je crois qu'il y a un esprit formidable. Il y a non seulement d'anciens athlètes, des athlètes encore en activité, mais il y a des personnes un petit peu de tous horizons, mais qui aiment faire du sport, qui aiment faire du vélo et qui aiment aussi participer à des causes qui en valent la peine. Vous savez que cette année, on avait aussi le Premier ministre des îles Caïmans qui était venu déjà à Monaco pour le Yacht Show l'année dernière et qui aime faire du cyclisme et qui est revenu exprès pour participer à cette Saint-Tropez Monaco. Au sein du peloton, un noyau dur de fidèles, des cyclistes amateurs et d'anciens professionnels, mais aussi d'anciens pilotes de Formule 1, des chefs d'entreprise et des personnalités influentes. C'était une nouvelle fois magnifique. C'est vraiment un plaisir de voir ses amis et de participer à cette course. C'est un beau parcours jusqu'à Monaco. Ce sont 115 km de montée et de descente. C'est un jour magnifique. Je suis chanceux. Lors de ma rencontre avec le prince Albert, nous avons parlé de notre passion pour le vélo. Tous les matins, je fais du vélo chez moi et quand le prince m'a invité, je n'ai pas hésité à venir. J'ai fait la course et je l'ai terminée. Cet événement est désormais un rendez-vous incontournable dans le calendrier sportif monégasque. Chaque printemps, ils sont plus de 100 à enfourcher leur vélo pour prendre le départ de cette course. La Fondation Princesse Charlène, c'est pour une grande cause parce que là, les gens oublient, on ne sait pas le nombre de gens qui meurent par drowning tous les ans. C'est énorme. Je crois que c'est quelque chose comme le 3e mort accidentel dans le monde. Et il y a 30 000 personnes dans un truc comme ça. C'est énorme. Et ce n'est pas
il y a des gens qui pensent que c'est une charity pour Monaco. Mais ce n'est pas une charity pour Monaco. L'argent, ce n'est pas dépensé à Monaco, c'est dépensé dans le monde entier. Surtout pour les enfants, dans les pays qui n'ont pas les avantages que nous, on a ici. Depuis la création de cette course en 2012, ce sont près de 700 000 € qui ont été récoltés pour la Fondation Princesse Charlène. Un mot de tennis de table avant de refermer cet Actu Sport. Dernier match de la saison pour l'AS Monaco en National 1 ce week-end. Les pongistes monégasques recevaient le Creusot-Varennes. Et malgré une défaite 8-3, ils assurent leur maintien en N1. Frédéric Elion dresse le bilan. C'est une saison que les pongistes monégasques n'oublieront pas. Des mois où ils sont passés par toutes les émotions. En tennis de table, la saison est divisée en 2 phases. Lors de la première, Monaco débute parfaitement avec 3 victoires et un match nul avant d'être contrarié par plusieurs blessures. Résultat, 3 défaites d'affilée, puis une deuxième phase délicate. Samedi soir, au gymnase de l'Annonciade, Monaco jouait sa survie en National 1 face au Creusot-Varennes, co-leader invaincu de la poule B. Monaco doit faire sans Anthony Peretti, blessé, et avec plusieurs joueurs diminués. Anthony Gemignani, Martin Tissot, Oriol Monzo et le jeune Lorenzo Cortese n'ont pas démérité. Avant les doubles, Monaco s'accroche et menait 5-3, mais s'incline finalement 8-3. Ils se sont battus comme ils peuvent. Anthony Gemignani a une blessure. Il n'a pas touché la balle depuis 2 semaines. Donc à ce niveau-là, c'est délicat parce qu'il faut toucher la balle au moins 3 fois par semaine pour rester au niveau. Et 4 fois pour faire des progrès. Donc en 2 semaines, voilà. Oriol souffre de l'épaule, donc il a beaucoup de soucis niveau mouvement. J'avais vraiment mal pour lui pendant tout le match. Et les 2 autres ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, donc oui, compliqué. C'était très compliqué parce qu'on n'a pas joué avec l'équipe type. En plus, on a quelques joueurs blessés dans l'équipe. Et comme tu as dit, on joue les co-leaders, donc c'est pas simple. La saison monégasque s'est donc achevée samedi soir, puisqu'en match avancé, Monaco a perdu contre Angers. Juste après la fin du dernier simple, l'incertitude plane. Monaco n'a plus son destin en main. Une saison inattendue, dans le sens où on a eu beaucoup de blessures. Et c'était une saison de fou. Sur le papier, on était dans le top 3. Mais on n'est pas sûr d'être maintenu à cause des blessures. Donc bon, après, c'est la vie qui continue. Hein. C'est une saison un petit peu galère. Bon, on va peut-être s'en sortir, ça ne dépend pas de nous. On attend le résultat de Angers-Saint-Égrève qui a lieu ce soir. Donc on sera fixé ce soir. Et la bonne nouvelle est tombée dans la soirée. Saint-Égrève a dominé Angers et Monaco est donc maintenu en National 1. Voilà pour ce bilan de saison de l'AS Monaco Tennis de table. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Fin de saison également pour l'AS Monaco volley. Les filles ont terminé en beauté en dominant Saint-Chamond 2e au classement 3-7-0. Elles finissent ainsi 3e du classement de National 2. Même position pour les volleyeurs monégasques qui ont signé leur 16e victoire de la saison ce week-end face à Narbonne 3-7-1. Courte défaite de l'AS Monaco Handball face à Saint-Raphaël, 26-24 lors de la 18e journée. Les Monégasques sont 8e au classement à 4 journées de la fin du championnat. Dans l'actualité toujours en bref, Charles Leclerc, 5e du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Une course remportée par Bottas sur Mercedes. Parti 8e de la grille, le Monégasque a été élu pilote du jour sur le circuit de Bakou. Prochain rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix de Barcelone. Et enfin, pour sa première année en élite, l'étoile de Monaco termine 4e du top 12. Les Monégasques se sont inclinés 42-30 face à Franconville dans la petite finale au Kind Arena à Rouen. Cela reste néanmoins une très belle saison pour les gymnastes de Thierry Hems. Actu Sport est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Monaco Info ou sur notre page Facebook. À très bientôt.